Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans l'édition du 31 décembre 2023. Voici les principaux titres. Certains députés ne comprennent pas la pénurie persistante de l'eau potable alors qu'au Burundi, il y a plusieurs sources de captage et des dirigeants compétents à la tête des entreprises étatiques. C'est ce que recommande la PARSEM pour développer le pays. Vous allez suivre le président de cette organisation tout à l'heure. Et des vétérinaires pour les encadrer. C'est ce que réclament les éleveurs de lapins de Gitega. Leurs lapins meurent un à un. Les détails à suivre également dans cette édition. À la fin du journal, nous allons parler de grands événements qui ont marqué l'année 2023 dans le domaine de l'environnement, l'agriculture et l'élevage. Tout de suite, le développement des titres. La famille de feu Wilson Ndouimana, retrouvé mort vendredi sur la colline Mugara de la zone Gatete en commune province Rumongue, réclame des enquêtes approfondies pour que les auteurs de ce crime soient identifiés. La famille signale que le corps du défunt a été déplacé du lieu où il avait été retrouvé auparavant. Pour elle, c'est une façon de faire disparaître les preuves. Suivez l'un des membres de la famille de la victime. Il y a un cadavre qui a été retrouvé ce vendredi sur la colline Mugara, sous colline Muhuta. Le corps n'avait pas été identifié, mais par après, il a été identifié. Le défunt est Wilson Ndouimana, originaire de la colline Karagara, sous colline Nyabigonzi. Il était gardien des palmiers sur la colline Mugara, sous colline Muhuta. L'OPG, prénommé Alexis de la zone Buruhukiro, s'est présenté sur le lieu et a vu le corps. Il a dit qu'il est probable que cet homme a été tué car c'était visible qu'il avait été poignardé dans le ventre. Alexis, le PJ, a alors ordonné que personne ne touche à ce cadavre. Ainsi, le corps n'a pas été enterré ce jour-là. Mais ce qui a fort étonné la famille, c'est que le lendemain matin, ils ont trouvé que le cadavre avait été déplacé vers une autre colline à environ 4 km du lieu du crime. Nous, les membres de sa famille, nous soupçonnons que ceux qui ont fait cela veulent fausser les enquêtes et nous demandons que des enquêtes approfondies soient menées afin de connaître ceux qui ont tué le nôtre ainsi que ceux qui ont déplacé le cadavre. Une autre chose qui a soulevé les soupçons au sein de notre famille, c'est que toutes les autorités qui se sont rendues sur le lieu du crime, que ce soit l'OPJ et les chefs collinaires, n'auront pas communiqué aux autorités habilitées pour que les agents de la protection civile et de la Croix-Rouge puissent intervenir. Pour que le corps soit inhumé ce samedi, la famille a dû chercher un autre OPJ qui puisse entamer des enquêtes ainsi qu'un agent de la Croix-Rouge et de la protection civile n'ont pas pu venir car ils n'ont pas été mis au courant. Il y a des grognes chez les habitants de certaines localités de la zone Gihosha, commune Nhangwa. Nous sommes dans la mairie de Bujumbura. Ces habitants viennent de passer 4 jours sans être alimentés en eau potable. Ces citadins craignent d'éventuelles maladies des mains sales au moment où la majorité possède des latrines à l'intérieur des maisons d'habitation. Emmanuel Niungeko nous en dit plus. Les habitants de certaines localités de la zone de Gihosha, commune Nhangwa, à mairie de Bujumbura, disent qu'ils éprouvent beaucoup de difficultés à trouver de l'eau à utiliser dans leur ménage, car ils viennent de passer 4 jours sans être alimentés en eau de la régie des eaux. Nous avons un problème d'eau. Ça fait le 4e jour que nous ne sommes pas approvisionnés. C'est depuis le lycée du Saint-Esprit chez Biha, en direction du quartier Mutangano,
côté Monsion et dans la localité dite Komatafari en direction d'Okameng. Partout, il n'y a pas d'eau. Nous avons soumis la question aux agents de la Régie des eaux et nous avaient promis d'envoyer un technicien pour faire le constat, mais nous vivons encore cette situation. Ce stade craignent d'éventuelles maladies des mensales au moment où la majorité possède de la trine à l'intérieur de leur maison. N'ayant pas d'autre choix, ceux qui n'ont pas les moyens d'aller chercher de l'eau dans les quartiers reculés se contentent de l'eau sale de la rivière Nyamivuba. C'est dommage à voir l'eau que nous utilisons dans les ménages. Les domestiques se fatiguent en allant puiser dans le quartier de Nyakabiga. D'autres vont la puiser dans la rivière Nyamivula, située en dehors de Gihosha. Nous ne comprenons pas si les autorités se soucient vraiment de nous ou pas. Si on entre dans les maisons, l'on sent des odeurs désagréables. Vous savez, vous aussi, le système des toilettes se trouve à l'intérieur des maisons. Ces habitants de la zone Gihosha demandent à la Régie des eaux de juguler ce problème de manque d'eau. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre ingénieur Jean-Albert Manigomba, directeur général de la Régie des eaux, pour recueillir sa réaction. Je vous le disais en titre, il est incompréhensible qu'au Burundi se manifeste un manque criant d'eau potable au moment où le pays possède plusieurs sources de captage. Ce sont des propos de la députée Donatille Wachimissi lors de la séance plénière de l'Assemblée nationale du Burundi le 28 décembre dernier. Pour Donatille Wachimissi, la situation est d'autant plus grave qu'il faudrait même procéder au limogeage. Monsieur le ministre, ces derniers jours, il se manifeste une pénurie d'eau potable très sévère. Pour le moment, il y a des localités où on a totalement oublié l'eau potable. Là où ça peut passer en 2, voire 3 mois sans eau potable. Pour moi, le directeur chargé du département eau devrait avoir démissionné car il nous aide à ici, il y a lieu de se poser beaucoup de questions. Pour la pénurie d'eau jusqu'à son point, alors que notre pays n'est pas un pays désertique. Imaginez-vous combien de gens dans les familles sont devenus des sentinelles. Il faut veiller toute la nuit pour avoir quelquefois de l'eau potable, puisqu'elle peut couler des robinets tard dans la nuit. Et si tu n'as pas veillé, tu peux passer encore longtemps sans l'eau potable. On se demande souvent comment on manque d'eau alors qu'on n'est pas dans un pays désertique. Le ministère ayant l'énergie et les mines dans ses attributions est une des ministères du gouvernement burundais les plus désordonnés. La situation catastrophique de ce ministère a été présentée dans la séance plénière de l'Assemblée nationale du Burundi de ce 31 décembre. Entre autres désordres évoqués par la commission permanente de l'Assemblée nationale ayant les finances dans ses attributions, c'est le manque d'organigramme, d'innombrables postes vacants et tant d'autres faiblesses. Écoutez plutôt le député Nestor Naonouye. En ce qui est de l'organisation de la fonction budgétaire, il est constaté que le ministère ne dispose pas d'une structure chargée de la fonction budgétaire qui centralise l'élaboration et l'exécution du budget. L'élaboration du budget est effectuée par le service en charge des statistiques, de la planification et du suivi et évaluation. Le suivi et l'évaluation budgétaire est effectué par un conseil technique du secrétariat permanent. Pour ce qui est de l'examen du processus budgétaire, il est constaté que le ministère ne dispose pas de CDMT sectoriel, comme l'exige l'article 18 du décret numéro 100/2005 du 24/7/2012 portant sur la gouvernance budgétaire qui stipule que dans chaque secteur, les ministres chargés des politiques publiques préparent un CDMT sectoriel qui détermine sur 3 ans la répartition des dépenses par ministère, par direction et par programme en les décomposant entre rémunération, autres charges courantes et investissements. 2.5. Capacité d'exécution de la dépense et du suivi de l'information budgétaire et comptable. En ce qui concerne le processus de programmation de l'exécution budgétaire, il est observé que le ministère n'effectue pas de prévisions trimestrielles d'engagement et de liquidation portant sur toute la durée restante de l'exercice. Ne transmet pas au contrôleur d'exécution des dépenses un document de programmation budgétaire initiale prévoyant les engagements et les liquidations sur la durée de l'exercice, conformément au plan d'engagement inclus dans l'ordonnance du ministre en charge des Finances mettant à la disposition les crédits. Au cours de l'exercice 2019,
2020, à un montant de 11 milliards 540 millions 841 985 BIF a été transféré vers d'autres ministères ou institutions. Au cours de l'exercice 2020-2021, un montant de 2 milliards 739 195 220 BIF a été transféré vers d'autres ministères ou institutions. Au cours de l'exercice 2021-2022, le ministère a bénéficié d'un transfert d'un montant de 128 506 152 BIF en provenance d'autres ministères ou institutions. À la lecture de ces détails, le constat est que des transferts de crédits ont été effectués en dépassant du taux de 10%, aussi bien sur les articles budgétaires d'origine que sur les crédits budgétaires de destination. Le ministère a procédé à des engagements de crédit en dépassant des crédits votés au moment où les lignes budgétaires concernées n'ont pas bénéficié de transferts de crédit. Le ministère connaît un nombre assez important de postes vacants, 21, et non encore pourvus, alors que ces postes sont prévus par le décret qui l'organise. Certains membres du personnel n'ont pas de dossier administratif et ont des dossiers incomplets. En 2024, le gouvernement burundais devrait engager le personnel apte et compétent à la tête des entreprises étatiques, car le pays ne peut pas se développer sans la bonne compétence dans différents domaines publics. Propos de Faustin Ndikumana, président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par SEM à l'occasion de l'évaluation de l'année 2023. Dans une conférence de presse, Faustin Ndikumana a cité l'exemple de la mauvaise gestion des entreprises comme la Sosumo. Des entreprises qui se sabordent une à une, comme Sosumo, on a terre, on a tout, au niveau social, l'inflation, jeter une grande partie dans la catégorie des vulnérables, ce qui provoque une chute du niveau des services dans les hôpitaux. La cause principale, on constate que c'est l'incohérence dans la planification, manque de stratégie de mobilisation des financements extérieurs, la mauvaise gestion des ressources humaines, la mauvaise gouvernance budgétaire, la lutte contre la corruption qui n'a pas encore pris de forme pour endiguer le phénomène, le dysfonctionnement institutionnel. Nous recommandons de remettre la cohérence dans la planification stratégique et opérationnelle, accepter les faiblesses des institutions causées par la mauvaise gestion des ressources humaines et mettre en contribution les compétences, commanditer un audit détail de fonctionnement des institutions pour mettre fin à l'acteur dysfonctionnement institutionnel, mettre fin systématiquement à l'immixtion du parti au pouvoir dans les affaires de l'administration, engager les réformes de la justice en profondeur, engager une lutte contre la corruption de façon professionnelle. Dans un instant, nous parlons du dossier Kira Hospital. Les dirigeants actuels de l'hôpital Kira font tout pour détourner le maximum d'argent possible sans se soucier du bien-être des malades et de cette institution. Cela transparaît dans les contrats signés avec les soi-disant nouveaux partenaires où l'hôpital Kira est largement perdant. Plus de détails avec Eric Nyonzima. Selon l'accord de financement et l'opération conjointe entre l'université UMST, pris comme fournisseur et le bénéficiaire, qui est l'hôpital Kira, chaque partie devra investir dans ce partenariat autant que nécessaire pour s'acquitter de ses obligations. Les mêmes clauses du contrat stipulent que, après l'installation et la mise en service de la machine, l'hôpital veillera à ce que le processus technique des dossiers soit approprié. Il veillera également à maintenir à jour les rapports sur les revenus générés par les services de la machine IRM. Dans le chapitre 5, alinéa 2 du même contrat, il est énoncé que le bénéficiaire soumettra régulièrement des rapports financiers aux fournisseurs indiquant les revenus et les dépenses accumulées, et les parties partageront les bénéfices à l'intervalle régulier de 6 mois à compte de la date de début de l'opérationnalisation de IRM. Pour ce qui est du partage, il est indiqué que l'hôpital Kira recevra 30% des bénéfices, tandis que l'université IMST rappellera 70% de tout le bénéfice. Et pendant 10 ans, c'est-à-dire durant tout le temps que durera ce contrat, IMST utilisera les locaux de Kira sans payer de loyer et sans verser aucun pour le courant et l'eau utilisée dans l'exercice de leurs fonctions. Tous ces frais, de même que ceux relatifs aux impôts et taxes de l'OPR,
seront supportés par l'hôpital Kira, qui ne tirera de ce partenariat que seulement 30% des bénéfices. Concernant l'acquisition du scanner, le marché a été donné à l'entreprise IG International, même si la RPA n'a pas pu se procurer le contrat qui la lie à Kira, nous avons pu nous procurer la facture proforma enregistrée sur le numéro 0074. Comme mentionné sur cette facture datée du 21 décembre 2023, Edenek Limited, qui est le bureau qui en a fait l'émission, fait savoir que l'achat de ce scanner ainsi que sa livraison se feront à raison de $340,000 américains au moment où la même opération faite par le fabricant revient à $125,000 américains, ce qui laisse perplexe plus et surtout certains actionnaires par étatique qui ne comprennent pas pourquoi les responsables de l'hôpital Kira ont préféré passer par un commissionnaire qui leur coûte presque 3 fois plus au moment où leur hôpital ne s'est jamais porté aussi mal financièrement. Dans l'entretemps, les informations en possession de la RPA révèlent que les responsables de l'hôpital Kira visent que leurs propres intérêts, surtout qu'ils possèdent des actions dans ces soi-disant nouvelles entreprises. Vous saurez que l'hôpital Kira dispose déjà de scanners ainsi que d'une machine IRM. Nous y reviendrons. Je vous le disais également dans les titres, les habitants de la province Gitega qui ont tenté d'investir dans l'élevage des lapins réclament la disponibilisation des vétérinaires pour les encadrer. Certains parmi eux indiquent que les lapins qu'ils ont tenté d'élever meurent un à un. Danny Claire, il la trouve. Certains habitants de Gitega qui pratiquent l'élevage des lapins indiquent que quand ces lapins mettent pas, ils s'observent un taux de décès très élevé des lapins mi-bas. À titre illustratif, un habitant de Gitega a précisé que ces 2 lapins ont mis bas à la fois, un 6 petit lapin et un autre 3 petits lapins. Mais tous ces petits lapins sont morts quelques jours plus tard. Ils ajoutent que même les souris cassent les yeux des lapins adultes qui en succombent par après. Ils expliquent qu'ils construisent des abris et nident de leurs lapins par terre à l'intérieur de leur maison d'habitation, cela pour les protéger contre le voleur et pour cause de manque de moyens pour la construction des cages à lapins appropriées et commodes. Cela étant, des constructeurs de cages à lapins font savoir que le coût minimal d'un cage à lapin moyen est de 300 000 francs, mais il y a des cages à lapins plus chères que ça, jusqu'à 1 million de nos francs et plus, selon du moins la technique et les matériaux de construction utilisés. Ainsi donc, les gens qui ne sont pas capables de se payer ces cages à lapins appropriées demandent au ministère ayant l'élevage dans ses attributions de mettre à leur disposition des spécialistes en matière d'élevage des lapins, afin qu'ils leur enseignent comment bien élever des lapins avec un faible taux de décès et sans devoir faire construire des cages à lapins chères. Cependant, quelques gens de Gitega ont construit des cages à lapins appropriées avec des matériaux adaptés tels planches, perches et tôles. C'est au moment où le ministre de l'Intérieur, du Développement durable et de la Sécurité publique, Martin Niteletse, a annoncé que le Burundi compte un peu plus d'1,5 million de lapins seulement. Le ministre Martin Niteletse a tenu ses propos le 20 décembre dernier, lorsque les forces de l'ordre et de la sécurité avaient organisé des cérémonies de souhaiter les meilleurs vœux à la famille présidentielle au camp militaire de Gitega. Dans un instant, nous clôturons ce journal avec la rétrospective dans le domaine de l'environnement, l'agriculture et l'élevage. RPA. Parmi les événements qui ont marqué l'année 2023 dans le domaine de l'environnement, l'agriculture et l'élevage, l'on citera les changements climatiques qui ont fait beaucoup de dégâts. Il y a aussi des mesures du ministère de tutelle dont l'exécution n'a duré que le temps de la rosée. Plus de détails avec Eloge Divin Remèche. Le changement climatique est l'une des menaces qu'a connu l'environnement au cours de cette année et a laissé certains Burundais dans une totale désolation. Ce changement climatique se manifeste par une forte pluviométrie supérieure à la normale climatologique, comme l'a d'ailleurs indiqué l'Institut géographique du Burundi, IGEBU. Au mois de septembre, l'IGEBU a annoncé que de fortes pluies allaient pleuvoir jusqu'au mois de décembre dans différentes localités du pays. Des inondations dans certains endroits sont jusqu'à
ça aujourd'hui d'actualité. Ici, l'on citera en zone d'Ogatumba, où certaines localités connaissent actuellement des inondations. La destruction des champs de culture, des maisons, des routes, des caniveaux et autres sont les conséquences qui ont résulté de cette forte pluviométrie. Au cours de cette année encore, des maladies ont attaqué des animaux domestiques et des champs de culture. Parmi les animaux domestiques menacés par certaines maladies figurent des porcs et des poules, tandis que des escargots et chenilles ont attaqué différentes cultures dans certaines localités. 2023 est l'année qui encore se termine avec une protection rigoureuse de l'environnement qui se trouve toujours au bas niveau au Burundi. Différentes localités regorgent des saletés, des forêts et des rivières qui ne sont toujours pas protégées conformément à la loi, des nids de poules et des ravins qui se remarquent à proximité de certaines routes des rivières, glissements de terrain et autres en sont l'illustration. Il existe aussi des actions du ministère qui a dans ses attributions l'environnement, l'agriculture et l'élevage qui ont marqué cette année. L'on citera à titre illustratif l'interdiction des extractions et le jet des saletés au niveau des rivières. Et même si le ministère mettait en garde toute personne qui ne respectera pas ces ordres, les habitants des milieux environnants déclaraient que les ordres dictés n'étaient pas suivis sur le terrain, ce qui empêchait leur mise en application. Les défenseurs qui militent pour la protection de l'environnement n'ont cependant cessé de demander au ministère d'accompagner les paroles par des actions concrètes. C'est durant cette année 2023, encore une fois, que la mesure de fermer pour une période de 3 mois le lac Tanganyika est tombée au mois de mai, après concertation des pays qui partagent ce lac. Une mesure qui a été saluée par des défenseurs de l'environnement et des pêcheurs, mais qui a fini par être annulée le moment venu. Pour cause, c'est le manque de subventions et suivi des pêcheurs, une tâche qui devrait être faite par le gouvernement durant les 3 mois de fermeture. Ainsi, la mesure dont les défenseurs de l'environnement expliquaient comme avantageuse pour la survie des poissons du lac Tanganyika n'a pas vu le jour. Parmi les événements qui ont marqué l'année 2023 dans le domaine de l'environnement, on signalera également le début de l'usage de la carte multirisque qui va aider dans la détection des zones à risque menacées par des catastrophes naturelles. Une carte que le Burundi s'est dotée grâce au PNUD, à l'OIM et l'Union européenne. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 31 décembre 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Niwasumba. Meilleur vœu pour l'année 2024. Au revoir.